Breakfast, où on va parler du parcours client. Avant cela, je vais vous présenter donc l'agence pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alexandre de Souza, responsable de l'agence Easy, qui compte désormais 4 collaborateurs. Vous avez leurs images, voilà, dont moi, donc 3 collaborateurs complémentaires qui sont venus compléter l'équipe. Donc tout ce qui est le graphisme, tout ce qui est le référencement, tout ce qui est le développement. Donc on fait essentiellement, notre cœur de métier, c'est la création de sites internet. Et on accompagne également nos clients sur la communication digitale, donc référencement naturel sur les moteurs de recherche Google et référencement également payant, tout ce qui est l'achat de mots-clés AdWords ou l'achat par exemple Facebook Ads ou Bing Ads, voilà, il existe encore un petit peu. Voilà, donc on les accompagne aussi sur des solutions logicielles et applications. On a travaillé par exemple sur des assurances automobiles. On a un grand partenaire, voilà, qui a plus de 31 concessions sur toute la France, à qui on emmène des solutions de gestion de contrats d'assurance. Voilà. Ou plus près, le centre hospitalier de Brive, où on gère tout ce qui est la partie chirurgie et les salles de chirurgie. Donc voilà, quelques références, des personnes qui sont là, qui sont proches justement de ces références, c'est bien. Voilà, donc on va commencer sur l'atelier d'aujourd'hui, c'est ce qui vous intéresse, hein. C'est le parcours client. Alors c'est quand même très ciblé e-commerce et commerce, donc vraiment dans la vente. C'est comprendre le parcours de son client, de son acheteur et son prospect sur son site internet, mais aussi en réel, donc magasin. Vous savez que maintenant on est omnicanal. Voilà, multicanal, c'était vendre en magasin, vendre sur internet. Le simple canal, c'était vendre uniquement sur internet, et l'omnicanal, c'est vendre sur tous les canaux en même temps. Voilà, c'est-à-dire aussi bien sur internet que dans les boutiques, mais aussi sur des personnes qui peuvent arriver sur le site internet et aller en boutique. Voilà. Donc on va commencer avec quelques chiffres. Sur 100 personnes qui vont consulter votre site, qui vont venir sur votre site internet, alors il faut savoir qu'il n'y en a que 50 qui vont consulter au moins une page produit. Donc, ce qui veut dire que déjà on perd la moitié des personnes qui viennent sur son site. Donc il y en a certains même qui vont aller jusqu'à rentrer et sortir aussitôt, même pas aller voir une deuxième page. Donc dites-vous bien que c'est déjà beaucoup. Il va y en avoir que 10% qui vont aller jusqu'à mettre un produit au panier. C'est-à-dire qui vont aller sur la page, qui vont consulter le produit, qu'elle correspond à un besoin, et qu'ils vont faire comme s'ils allaient acheter le produit. Mais ça serait très bien, hein, parce que 10% c'est déjà un beau résultat. Il n'y en a que 7 qui vont, il y en a pardon que 3, parce qu'il y en a 7 qui vont abandonner le panier. C'est-à-dire qu'ils vont mettre au panier et qui vont sûrement aller sur un autre site, on va le voir tout à l'heure dans le parcours, qui vont aller sur un autre site comparé, ou qui vont trouver sur Google Shopping moins cher, ou qui vont ils vont avoir une autre idée et acheter peut-être un autre produit. Voilà. Ce qui fait qu'on a un taux d'abandon de plus de 70%, ce qui est déjà beaucoup, et donc on peut arriver à réduire ce taux pour faire augmenter son taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est la personne qui vient sur son site, qui a une envie d'acheter et qui va aller jusqu'à acheter. Et là on parle d'une personne qui a converti, qui est devenu de acheteur prospect, il est devenu client. Donc on est sur une base de 3%. Donc ça paraît assez peu. Est-ce que des personnes ici ont des sites e-commerce et des boutiques et qui veulent peut-être parler sur ce chiffre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous trouvez plus trop bas, trop haut? Non, c'est ça. C'est ça, l'entreprise, ça peut faire grâce à Google. Oui. Donc Google, on peut voir le nombre de visites et le temps que les personnes restent sur le site internet. Oui. Et ça correspond à peu près, voilà. C'est une moyenne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez vérifié. Donc là, voilà, le but d'Analytics, d'AdWords aussi, vous pouvez voir les conversions. Et ça, c'est important, ça permet d'avoir ce chiffre-là en réel. Et je vous conseille déjà, on a fait déjà des ateliers là-dessus sur Analytics. C'est très très important de suivre ces statistiques, parce que ça permet de comprendre et de trouver des pistes d'amélioration de ces sites. Donc là, on va voir dans le parcours client que ce 3%, il se vérifie. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de périodes, à des moments, dans le client, quand il est sur votre site ou en boutique, où il y a des moments où c'est qu'il va abandonner. Alors, si on comprend, si on structure ce parcours et qu'on comprend pourquoi à un moment donné il s'en va, on peut y trouver des remèdes. Et donc en trouvant des remèdes, on optimise et on va faire que il n'y en ait pas 7 qui abandonnent, mais qu'il n'y en ait que 5. Parce que on va récupérer 2 personnes en leur trouvant la solution pour les réorienter vers l'achat. Donc avant cela, je voulais juste faire un point sur le parcours client. Qu'est-ce que c'est?
ben, c'est vraiment le chemin. C'est-à-dire, c'est le chemin que ben, le client va parcourir sur votre site ou la boutique jusqu'au moment où il va ben, acheter, donc convertir, passer l'acte d'achat, et le moment où c'est qu'il a eu l'idée d'acheter. Parce qu'il faut savoir que tout acte d'achat est lié à un besoin, à un problème, à une envie, et donc ben, de suivre cette personne dans son envie, dans son besoin, et de l'accompagner jusqu'au moment où il a la solution, ben, ça fait partie du parcours client. Donc juste pour bien définir, le client, c'est vraiment la personne qui a effectué un achat. C'est pas juste quelqu'un qui vient dans une boutique ou sur un site. Le prospect, pardon, c'est quelqu'un qui va passer de l'état de client qui va devenir voilà, client potentiel, pardon, qui va passer de personne visiteur à l'état de futur client. C'est-à-dire qu'il a une envie de devenir client. C'est vraiment qu'il est ciblé sur l'entreprise. Et un acheteur, par contre, c'est quelqu'un qui, lui, est à la recherche d'informations pour devenir client, mais pas spécialement de votre entreprise. Donc c'est pour ça qu'on fait bien la différence entre le prospect, qui est normalement plutôt un acheteur de votre entreprise, puisque vous l'avez déjà, on va dire, contacté, ou alors il a déjà eu affaire à votre société, ou alors il a déjà entendu parler de votre société, alors que l'acheteur, lui, il est vraiment à la recherche d'informations. Il en est au tout début de son parcours client. Voilà. Il est juste au début en train de se dire, tiens, j'ai un besoin, comment je vais trouver... qu'est-ce que je vais trouver quoi comme produit ou comme service pour avoir ma solution. On verra d'ailleurs en deuxième partie. Voilà, donc le parcours, je me suis inspiré enfin même j'ai utilisé une infographie alors qui est assez âgée, elle a 4 ans, voilà, 2014, c'est celle que j'ai retrouvée, on va dire, la plus lisible et la plus proche, voilà, 2014, désolé, même si ça va très très vite, on reste quand même sur des parcours qui sont à peu près identiques. Certains chiffres, par contre, peuvent éventuellement changer, c'est-à-dire que on arrive tout à l'heure à un endroit où on voit en magasin et sur Internet. Clairement, sur Internet, désormais, un petit peu augmenté. Voilà. On n'est plus à 50-50, on est des fois 70-30. Donc là, ben, on passe le premier état de votre parcours client, du client, ça va être, il a envie d'acheter. Alors, il a envie d'acheter, pourquoi ? Il a envie d'acheter à cause de quoi? Ben souvent, il a un besoin. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on verra encore dans la deuxième partie, c'est un problème qu'il rencontre, ou alors une envie, ou alors un souhait il a vu une publicité ou autre. Et la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est voir une publicité qui lui a donné envie d'acheter. Un ami ou de la famille qui lui a dit moi je viens d'acheter ce produit, il est excellent, ou alors j'ai vu qu'il y avait ce produit qui se faisait et je trouve ça vraiment bien. Et donc dans la tête de la personne, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit j'ai besoin de ce produit, ou j'ai envie de ce produit. Et donc on voit qu'il y a une large partie de recommandations de personnes qui vont parler d'un produit, au-delà même plus que la publicité. Ce qui est quand même qui peut être intéressant. Ça on va dire dans le travail de recommandation. Donc on va pouvoir dire à la fin du client, à la fin du parcours quand le client a acheté, d'arriver à lui faire dire aussi, lui faire parler de votre produit. Ça veut dire que vous allez pouvoir toucher un nombre assez important de personnes, encore plus que votre publicité. Et l'avantage, c'est que là, mis à part peut-être quelques coûts de promotion, de parrainage ou autre, mais ça va vous coûter beaucoup moins cher que de la publicité. On dit souvent, alors j'ai une phrase en tête là, c'est qu'une personne, un client vous coûte moins cher pour faire réacheter qu'un nouveau client. Parce qu'un nouveau client, il va falloir l'attirer, lui mettre de la publicité, il va falloir l'accrocher, alors que quelqu'un qui est déjà client, s'il est satisfait, il va plus facilement racheter. Donc c'est vrai que ça nous coûte en termes de coût d'acquisition beaucoup moins cher. Donc là voilà, on voit cette partie, donc la première étape, envie d'acheter. La deuxième, c'est l'information, et d'autant plus maintenant, alors c'est par rapport à ces chiffres que je vous disais, 46%, maintenant on est bien au-dessus. 95% des personnes se renseignent sur le produit avant l'achat. Ce qui veut dire que c'est la majeure partie. Donc il faut être présent. Il faut être présent soit sur Internet, parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, ici on est facilement, je suis persuadé, à 70-80% de gens qui vont aller sur Internet se renseigner. Donc on va y être. On va être sur Internet, on va être sur les blogs, sur les comparateurs, sur tous les sites où il va y avoir l'information pour permettre d'être placé. Et que la personne, quand elle ait son besoin et son envie, qu'elle sache que c'est vous
derrière qui est présent et qui pouvait lui amener la solution. Il y en a quand même 20% qui vont aller directement en magasin, donc, ce qui est peut-être un petit peu moins maintenant, et qui vont aller voir le produit directement pour toucher. Bon, il y a toujours, vous savez, les personnes qui vous disent « moi j'ai besoin de toucher, de voir, de parler, de me renseigner ». Et donc ça aussi, il va falloir être, on peut dire, omnicanal dans ces cas-là. C'est-à-dire que la personne peut retrouver les informations sur Internet, mais si vous avez une boutique, il faut que tout soit lié. Il faut que les informations qu'il trouvera sur le site, les trouvera aussi en magasin. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui ont des commerces physiques en plus, voilà. Comme ça je continue à en parler, sinon je n'aurais parlé que du côté Internet. Je vais en parler également. Donc voilà, donc c'est très très important qu'en magasin aussi on retrouve les mêmes informations, et peut-être même plus, parce que la personne qui va venir en magasin va être encore plus intéressée d'avoir l'information en direct et en live. C'est-à-dire qu'au-delà du site Internet, où il va lire, comparer, regarder des vidéos, regarder des tutoriels, des comparatifs, en magasin il n'a pas accès à tout ça. Donc il faut que le vendeur ou les informations sur place soient pertinentes et vraiment sur ce que la personne a besoin, c'est-à-dire d'avoir le plus possible d'informations en direct sur place. Donc là, une fois que la personne a décidé d'acheter, s'est dit j'ai un besoin, j'ai envie d'acheter, il s'est informé, donc là il a toutes les cartes en main pour après passer à la comparaison et se dire lequel j'achète. Parce qu'en magasin aussi, il va sûrement avoir un choix avec plusieurs produits, plusieurs marques. Sur Internet, encore plus. Il va avoir en plus la Google Shopping qui va arriver, qui va lui mettre plein de produits. Il va avoir tous les référencements naturels, mais les référencements payants AdWords. Voilà, il a peut-être déjà une idée de la référence, mais il va quand même aller comparer par rapport à tous les fournisseurs. Et donc là, on voit que c'est assez important. Il y a 31% des gens qui vont aller que sur Internet pour comparer. Donc là, pareil, ça doit être augmenté de bien 10-15% de plus. 38% qui sont autant en magasin que sur Internet, et 31% qui vont que en magasin. Et donc là, on voit qu'il y a des disparités. Par exemple, sur les vêtements, on est quand même assez élevé. Tout ce qui est maison et vêtements, high-tech aussi, high-tech et encore plus maintenant, ils vont vraiment comparer. Donc c'est là où il faut être présent. Et ils ne comparent pas que les prix, ils comparent aussi les performances, ils comparent aussi tout ce qui va être alors pour certains, tout ce qui est l'éco-responsabilité. Voilà, ça peut aller vraiment très 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 loin dans la comparaison, et non pas seulement une question de prix. Certains e-commerçants ou magasins travaillent sur des niches très précises de produits, que ce soit écologique, que ce soit éthique. Voilà, enfin, il va y avoir vraiment toute une partie aussi de choix, et de donner le choix aux visiteurs et aux clients. Et donc ça passe par la comparaison, et quand vous êtes bien placé sur les comparateurs, sur les places de marché, vous êtes bien placé aussi sur Google directement, la personne va aller voir l'information sur votre site et sur votre marque et vos produits. Et c'est là où c'est que vous allez pouvoir sortir du lot. Parce que ça fait partie maintenant, et encore plus vraiment de la philosophie des gens. On compare tout, et on va vérifier les avis aussi. On va vérifier les notes des commerçants, les notes des produits. Voilà. Tout ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et le parcours client, il suffit d'avoir un produit qui est une mauvaise note, ça peut de suite faire partir et faire abandonner le panier. Même si la personne est allée sur votre site, elle a mis le produit dans le panier, il suffit qu'à un moment donné, il y ait une information qui va lui dire attention, ce produit, il y a eu un souci, ou le marchand qui vend ce produit, la dernière fois j'ai eu un problème avec le SAV, ça peut arrêter la vente directement. Parce qu'il a l'embarras du choix. On va sur Amazon, on va sur Cdiscount, on va sur un petit site, sur Vinatech, sur n'importe, et on va pouvoir se dire, non, en fait, je vais aller là parce que j'ai 1 € de moins sur les frais de port. Ça peut aller jusque là. On est tous acheteurs sûrement, et vous avez des fois, on a des choix juste sur quelques petits critères. Et donc ça, il faut essayer de prendre en compte tous ces critères, toute la comparaison, pour pouvoir adapter son message sur Internet, son message donc de prix, son message de spécification, son message de livraison, pour essayer de capter le plus d'acheteurs. Une fois qu'il a comparé, il a pris la décision d'acheter. Et là, il va passer à l'étape donc j'achète. Donc là, on voit 62% en 2014 donc, en magasin, ce qui veut dire qu'il est peut-être passé, vous voyez là toutes ces étapes. On est d'accord que c'est des ronds-points, hein, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont passer par l'étape je m'informe sur Internet, je vais comparer en magasin, et ensuite je vais acheter,
sur Internet. Encore une fois, on parle vraiment d'omnicanal. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle va aller s'informer, comparer et acheter dans n'importe quel canal de vente de vos produits. Donc ça peut être aussi même en multi-appareil. La personne arrive sur son téléphone, voilà, elle vient de voir une publicité là en passant en voiture, elle s'arrête, elle arrive au travail, elle prend vite avant d'aller bosser sur son téléphone. Tiens, j'ai vu, je sais pas, la belle voiture là-bas, je regarde la voiture, ok. Hop, il arrive le soir, il dit, bah, tiens, il prend sa tablette, il va montrer à sa femme, tiens, regarde la super voiture, et puis après il va en concession acheter la voiture. Donc là, et même, peut-être même avant, il va aller sur un site internet réserver la voiture. Vous voyez, on est vraiment multicanal et omnicanal et même multi-appareil. Donc il faut y penser, c'est-à-dire que ça aussi, ça veut dire que dans le parcours acheteur, votre site internet, votre blog d'information, toutes les actus que vous allez mettre sur internet, il faut qu'elles soient multi-appareils, donc responsive. Ça aussi, on en a parlé dans d'autres ateliers. Le responsive, ça permet, pour ceux qui ne le savent pas, d'adapter le site internet à la taille de l'écran. Que ce soit un mobile, une tablette, un PC hybride avec la tablette qui se défait, ou un ordinateur de bureau. Et donc ça permet d'avoir un site qui s'affiche toujours correctement et d'avoir l'information toujours accessible. Voilà. Ça, très important. Même j'ai une petite news là aujourd'hui, j'étais ce matin sur Twitter et donc apparemment ça y est, Google a mis en place, vous savez, j'ai parlé du mobile index first, c'est-à-dire que Google désormais mettait en avant l'index mobile, parce qu'il y avait deux mobiles, il y avait deux index. Il y avait un index pour les ordinateurs de bureau et un index pour les gens qui cherchaient sur le mobile. Et désormais, l'index, donc tous les résultats de recherche qui s'affichent correctement sur le mobile, vont être placés en premier par rapport à celui qui est affiché sur les ordinateurs. C'est-à-dire que maintenant, si votre site n'est pas responsive, n'est pas accessible par le mobile correctement, il va être entre guillemets déclassé, en tout cas mal positionné par rapport aux autres. Donc ça, très très important. Et donc ça fait, comme toujours avec Google, ils nous annoncent ça des fois un an à l'avance en disant attention, 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 ça va arriver, attention, et puis le jour où ça arrive d'un coup. Voilà. Un petit peu comme le HTTPS. Voilà, maintenant si vous n'avez pas un site en HTTPS, dites-vous bien que vous êtes en train de perdre des places, automatiquement. Voilà. Encore l'année dernière, on disait attention, il faut commencer à mettre le HTTPS, ça va arriver. Par contre là maintenant, ça y est. Depuis le début là, du mois de mars, si vous n'êtes pas HTTPS, vous êtes en train de perdre des places. Voilà. Ou du moins les autres en gagnent. Donc voilà, donc je reviens sur notre parcours client. Donc l'achat se passe donc soit sur Internet, donc là 38%, il y en a 47 qui vont en magasin avant d'acheter. Alors ça on le voit souvent sur les vêtements, je pense que c'est vraiment les vêtements qui sont le plus, les gens vont essayer les chaussures ou essayer le jean ou la chemise, et puis après ils vont aller sur Internet parce qu'il y a un meilleur prix. Voilà. C'est pas très réglo pour le commerçant, mais malheureusement c'est les lois du marché. Donc c'est là où c'est qu'on va s'adapter. Qu'est-ce que font les grandes enseignes? Parce que c'est vrai que c'est eux qui ont souvent le budget et les finances pour pouvoir s'adapter de suite. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du click and collect. Et donc click and collect, la personne va aller essayer son produit, mais ensuite il va l'acheter sur Internet, mais pour venir le chercher en magasin de toute façon. Et donc du coup on enraye un petit peu cette perte de chiffre d'affaires, et donc ça permet de quand même réorienter vers des magasins et de pouvoir faire du cross-selling, revendre d'autres produits en plus de celui qui va venir chercher en magasin. Donc là, très important, il faut s'adapter tout le temps. Donc là, et c'est justement en visualisant ce parcours client, en comprenant, alors là c'est vraiment un parcours moyen, type, vous pouvez très bien le faire vous avec votre propre activité. De voir par exemple, vous avez tant de personnes qui arrivent sur le site, ce qui veut dire que j'ai tant de pourcentage. Ensuite, ils viennent en magasin, hop, et vous allez dresser un parcours client avec vos propres résultats et vos propres statistiques. Et pouvoir comprendre comment ça se fait que j'ai 40% qui s'en vont directement. J'ai un taux de rebond de 40%. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent sur quelle page? Pourquoi ils s'en vont aussitôt? Ils viennent de où? Ah, ils cherchaient, alors je prends souvent l'exemple des robes rouges, ils cherchaient une robe rouge, il est arrivé sur une page où on parle que de robe verte. C'est normal qu'ils s'en aillent. Voilà. Donc on va adapter. Ok, maintenant attention, si c'est une robe rouge, je lui montre que des robes rouges. Voilà. Et donc ça va permettre de pouvoir vendre plus facilement et de garder le client. On voit qu'il y a quand même encore 62% de personnes qui vont en magasin, donc c'est assez important, ce qui veut dire que le magasin est encore là. Alors ça doit être c'est un petit peu baissé je pense depuis 2014, en tout cas ça va petit à petit encore plus baisser, mis à part si on adapte encore une fois les click and collect, tout ce qui va être l'achat avec des promotions sur internet et de venir chercher en magasin, ça va permettre de refaire revenir les gens.
Vous avez entendu ce matin aussi à la radio, il y a une enseigne de grande distribution apparemment qui va se mettre sur Amazon. Alors j'ai pas entendu qui. Monoprix. C'est Monoprix. Voilà. Vous voyez là aussi c'est une adaptation de Monoprix. Qui a dû se rendre compte qu'à un moment donné, il y a trop de personnes de leurs enseignes qui s'en vont vers d'autres et ils vont essayer de récupérer une partie de ces clients de cette manière. Je prenais l'exemple aussi sur Amazon. Vous avez, on l'a vu dans un atelier il n'y a pas longtemps, dans une formation, où une personne ici était présente, sur l'AdWords, et on a vu qu'il y a des AdWords sur Amazon. Tout simplement, pourquoi? C'est pas que Amazon se dit je vais filer de la publicité à Google, voilà, AdWords c'est Google, c'est juste que la personne, si elle clique sur une publicité sur AdWords, c'est parce qu'elle n'avait pas l'intention d'acheter sur Amazon. Donc à la place de perdre le client et de ne rien gagner dessus, il va gagner le coût d'un clic, et donc il va gagner un clic. Donc il faut imaginer que sur Amazon, sur le taux de visiteurs, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il doit gagner beaucoup de clics en tout cas, et Google doit reverser une bonne partie à Amazon, mais ça veut bien dire qu'à tout moment, on peut rentabiliser ce parcours client. Voilà, si Amazon le fait, tout le monde est capable de le faire. Donc sur son site, on peut imaginer des partenariats au moment où c'est qu'on voit partir son client. Vous avez peut-être vu aussi sur des blogs, quand vous allez vers la croix, hop, vous avez une fenêtre qui apparaît, on dit attendez, ne quittez pas maintenant, trouvez une autre solution. Voilà. Tout ça, c'est du parcours client, c'est-à-dire c'est de capter le visiteur et d'éviter de le faire partir ailleurs. Donc voilà, donc là, une fois qu'il a décidé d'acheter, il va falloir être présent aussi. Il va falloir être présent en magasin, il va falloir avoir du stock, il va falloir avoir les produits qu'il était venu comparer. Donc là, il faut pouvoir répondre à la demande. Donc là, on a 50%, ça c'est un point qu'il faut voir, c'est qu'ils utilisent leur mobile ou tablette en arrivant, c'est-à-dire qu'en magasin, il y a même des gens, on le voit, il y a souvent des personnes devant les produits qui sont en train de comparer aussi. C'est-à-dire que là, ils sont en train d'acheter, ils sont prêts à acheter, sauf qu'ils disent, si des fois sur Internet il y a un meilleur prix, ils sont capables d'arrêter, de rentrer chez eux et de commander sur Internet. Ou voire même de commander sur le mobile un produit qu'ils ont en face d'eux. Voilà. Il faut voir que maintenant, on a des produits en 24 heures, on les a le lendemain matin avant midi. Voilà. Et de grandes enseignes le font, ils ont compris que c'était l'instantanéité. Ils ont besoin, la personne, elle a un besoin, elle trouve la solution, elle le veut de suite. Bon. Il y avait ce problème-là d'envoi, de temps, ça pouvait mettre 3 jours, et là désormais, non, on peut l'avoir dans le lendemain. Et sur certaines villes, c'est dans les 1 heure. Il faut voir que, alors je vais arrêter de citer Amazon, mais par exemple Carrefour aussi, Carrefour Drive propose en 1 heure de livrer par coursier à Paris les produits. Donc, ce qui fait que, Amazon aussi le fait, ça a été les premiers d'ailleurs je crois, mais il y a Auchan Direct. Voilà. Je vais m'imposer la loi CSA, c'est-à-dire quand on dit un produit, j'en dis 2 autres. Et voilà, donc c'est important de se dire qu'il faut s'adapter. Et là, c'est le cas. Donc là, ça veut dire qu'ici, on peut imaginer, alors ça c'est dans l'absolu, mais on peut imaginer avoir des réponses et des informations sur son site mobile, sur Google, qui vont être en adéquation à ce que vous avez en magasin. Pour que la personne, quand elle est en magasin, elle va peut-être chercher un avis sur un produit. Alors là, on parle sur des produits spécifiques. Elle va peut-être chercher le produit et elle va avoir votre information en plus. Donc elle est dans votre magasin, elle est en train de voir votre produit. Donc là, elle ne va pas avoir tendance à aller chercher ailleurs. Parce qu'elle se dit, c'est bon, c'est le même prix, c'est les mêmes spécificités, c'est les mêmes caractéristiques, je l'ai devant moi, je le prends, je l'achète. Donc ça, c'est si vous avez le magasin. Si vous n'êtes que sur Internet, il faut peut-être déjà penser à proposer le produit déjà en responsive, et puis surtout peut-être dans d'autres magasins, ce qui peut permettre de faire comparer les prix, aussi bien en magasin, dans vos distributeurs, que votre site e-commerce. Ça peut permettre que la personne ait plus envie d'acheter chez vous, parce que le distributeur va peut-être vendre à un prix un peu supérieur, pour avoir une marge, voilà. Et donc ça vous permet de garder, on va dire, le client. Bon, la plupart du temps, ce que l'on fait, c'est qu'on équilibre les prix, parce que le revendeur, sinon, il ne veut pas devenir revendeur. Ça, après, c'est dans l'absolu. Voilà. À adapter selon vraiment votre parcours client. Et pour être encore plus performant dans le j'achète, il faut toujours vérifier ces statistiques, voir pourquoi il y a eu de l'abandon de panier, pourquoi la personne est sortie de votre site au moment de valider l'achat. Est-ce que vous avez un problème peut-être de livraison? Est-ce que votre livraison, justement, est trop longue? Est-ce que vos coûts de livraison sont trop chers? Il faut savoir que maintenant, les gens sont habitués de plus en plus à la gratuité aussi des frais de port. Donc ça peut être bloquant. Ça
peut faire partie des 7 personnes qui s'en vont de votre site et qui n'achètent pas le panier parce que les frais de port sont trop chers. Voilà. Donc voilà la 4e étape. On va passer d'abord aux abandons, mais là c'est tout ce que je vous disais. Donc là ça peut être des abandons à cause de vos stocks, donc en tout ce qui est en magasin, l'indisponibilité personnelle aussi. Ça peut être les personnes qui ne sont pas présentes dans le magasin, c'est-à-dire pas d'informations. La personne s'est déjà informée, elle sait qu'elle veut ce produit, mais par contre elle veut peut-être savoir en plus si il y a une option qui est comprise dans le paquet, ou est-ce qu'il y a possibilité d'acheter d'autres accessoires ou autre. Et donc là ça peut être un problème. À cause des files d'attente. Et ça va augmenter, ça a déjà augmenté depuis 2012, ça va augmenter de plus en plus. C'est-à-dire que les gens maintenant ne veulent plus attendre, ils veulent acheter et avoir directement. Et surtout pas attendre de payer. Ça peut être donc l'indisponibilité de produits, ça peut être aussi qui se retourne de 25% vers un vendeur dans un autre magasin. Voilà, donc la personne n'a pas le produit, elle ne trouve pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans un autre magasin, ou elle va sur Internet. Et donc par rapport à Internet, c'est pareil, ça va être l'indisponibilité, ce que je vous ai dit, les frais de livraison, ça peut être les délais de livraison, voilà, tout ce qu'on a vu juste avant. Donc très bien, c'était imagé. Voilà, donc là ici on voit des avantages. L'avantage qu'il y a par rapport à Internet d'être en magasin, c'est la possibilité d'essayer le produit. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La possibilité d'échanger le produit aussi. Ça c'est pareil, ça fait partie des avantages que le client attend maintenant quand il vient sur votre site internet ou dans votre magasin, c'est de pouvoir l'échanger. On a vu, donc je parlais des frais de livraison gratuits, on a aussi maintenant les retours aussi gratuits. Alors, à quel moment on gagne de l'argent? C'est le problème. C'est à quel moment on en gagne. Donc là, plus ça va aller, plus le client va être habitué à cette gratuité. Moi, je prends l'exemple clairement tout ce qui est MP3 et autres. Avant, on achetait de la musique, on achetait des vidéos. Désormais, on la consomme. On la consomme dans le sens où c'est qu'on a un abonnement à 9,90 €. Moi, je me souviens, louer mes DVD, il me semble, c'était du 5-6 €. Il me semble, pour 24 heures, une fois. Voilà. Désormais, au coût d'un DVD, on a accès à une panoplie. Alors Netflix, par exemple, qui est à 9,90 €, je crois, par mois, ça vous donne accès à une pléthore de séries, de films. Il faut savoir qu'à côté, Canal est encore à 30 € ou 39 € par mois. Enfin, c'est énorme quand on voit les différences. Et donc ça, plus ça va aller, il va falloir vraiment inventer une nouvelle méthode de consommation. Alors, il y en a certains qui se tournent beaucoup sur l'abonnement. Actuellement, c'est l'abonnement, c'est-à-dire, même Amazon le fait, c'est peut-être parce que c'est aussi, il faut y penser, il faut se dire c'est peut-être ça. C'est-à-dire que les personnes vont acheter non plus un produit, mais s'abonner à une récurrence de réception de produits. Comme ils achèteraient du service, parce que maintenant ils sont habitués. Et donc ça, plus ça va aller, plus il va y avoir des mouvements et des changements. Et donc ça, la possibilité de recevoir, même sur Internet, même si on n'est pas allé dans un magasin, de recevoir le produit, de l'échanger, de le retourner. Voilà, ça m'embête parce que je reprends toujours le même exemple, mais on peut imaginer aussi, quand on voit Amazon, enfin, dès qu'on a un souci, on appelle, ils reprennent le produit. Alors ils peuvent le faire parce qu'ils ont effectivement un chiffre d'affaires qui est énorme et qui permet de jouer. Bon, derrière, je ne suis pas sûr qu'ils soient très rentables, d'ailleurs ils ne le sont pas. Mais il va falloir s'adapter parce que malheureusement, les clients, les consommateurs que l'on est, et on est tous consommateurs, mais on est attiré aussi par ce genre de services de moins cher, de rapide et d'autres. Vous voulez intervenir? Oui, parce que sur Amazon, vous parlez d'Amazon. Amazon, c'est pas Amazon qui paye le retour, c'est le commerçant qui vend sur Amazon. Faut oublier ça. Le marketplace, si c'est en marketplace, mais il y a quand même. Il y a quand même beaucoup de produits qui sont encore en direct. C'est de la marketplace. Le tas des janvier, j'en suis partie. Pas d'Amazon. De ces discounts et tout ça, j'en suis partie. Et je dois soulever depuis juste. Non, mais c'est sûr, après, il faut justement s'adapter. Ça, c'est très bien. Ah non, mais il ne faut pas s'adapter, il faut carrément rien gagner. Donc, c'est. Là, c'est embêtant. Ouais. Mais c'est pas Amazon qui casse les prix, c'est le commerçant. Donc c'est le commerçant marketplace. Oui, mais c'est quasiment que le marketplace. Amazon ne vend que ce qui se vend bien. Le reste, il te laisse les autres.
Oui, tout à fait. Oui. Mais après, vendu par Amazon, par exemple, c'est identique. C'est-à-dire que c'est un commerçant qui a mis son stock sur Amazon et qui va revendre après. En fait, Amazon vend le stock qu'il prend en logistique pour le market, pour le oui, client. mais quand il prend en logistique, ça reste quand même la propriété du vendeur. Oui, oui, tout à fait. Ah ben oui, bien sûr. Donc, à partir de là, qui casse les prix, c'est le vendeur. Qui paye les retours, c'est le vendeur. Qui fait du AdWords, c'est le vendeur. C'est pas Amazon. Oui, mais quand on est sur Amazon, on n'en a plus besoin en termes de visibilité. Ah si. Oula, moi je suis sur les autres e-commerçants. Mais vous n'envoyez pas sur Amazon quand même vos AdWords. Ah non, mais moi, oui, voilà. Plus du tout. Non, voilà, c'est ce que je veux dire. Suis pour moi, maintenant, moi j'ai fait ça un an et demi, j'ai dit c'est bon, ouais. Non, mais. D'accord. D'accord. Après, voilà. C'est aussi ça, quand je vous disais adapter, c'était pas adapté par rapport à Amazon, c'était adapter votre e-commerce. C'est-à-dire que vous allez travailler. Voilà. Et donc ça, le parcours client, par exemple, peut vous aider justement à augmenter vos ventes sans passer par des marketplaces. Parce que vous allez vous dire, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe sur mon site? Pourquoi les gens ont voulu, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais ont peut-être voulu acheter un produit sur Amazon alors que vous l'aviez, vous, dans votre magasin, dans votre e-commerce. Et donc là, en travaillant là-dessus, vous allez pouvoir orienter les acheteurs, ceux qui ont une envie et ont besoin donc de vos produits, vers votre site plutôt que vers Amazon. Voilà. Et ça, on le voit, ça fonctionne, puisqu'il y a certains sites qui sont très spécifiques, et d'autant plus dans des niches, dans des produits de niche, qui vont tirer leur épingle du jeu parce que ils vont dire, voilà, chez nous, vous allez avoir un produit qui correspond à votre besoin, vous allez avoir un produit qui est au bon prix, vous allez avoir un produit qui est éthique, ou je prends par exemple l'exemple de la marque C'est qui le patron. C'est qui le patron, ils ont tout simplement dit, on va ajouter une petite marge sur le prix, même pas une marge pour eux, mais une marge pour l'agriculteur, pour le fabricant, pour le fournisseur. Voilà. Et donc tout le monde a dit non mais ça marchera jamais, les gens veulent du prix. Et ça marche. Voilà, je crois qu'ils sont en train d'augmenter le nombre de références par 2 ou par 3. Voilà, tout simplement parce que faut faire prendre conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit qu'est-ce que les clients y cherchent? Est-ce que vraiment ceux qui vont chez Amazon c'est le prix? Ok. Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui cherchent autre chose? Il y en a d'autres qui cherchent l'envie de manger mieux, d'être plus respectueux de l'agriculture. Ils ont dit on va faire un produit vraiment pour ces gens-là, pour ces gens qui ont ce besoin. Donc ils sont allés tout au début du parcours client, ils se sont dit qu'est-ce que ces gens-là ils recherchent. Ils disent ils veulent par exemple donner un peu plus d'argent à l'agriculteur et que derrière ce soit un bon produit. Donc ils ont dit écoutez, vous avez ce besoin, vous avez ce problème, nous on a la solution. La solution c'est on va créer une marque, un produit qui va redistribuer une grande partie de ses bénéfices à l'agriculteur ou au fournisseur, au fabricant. Et une autre partie, nous, parce qu'on a besoin de vivre sur la marque. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ça a marché. Voilà. Donc il y a sûrement d'autres exemples qui sont comme ça et qui permettent de dire il y a quand même moyen de marquer le coup et de bien comprendre qu'il y a d'autres solutions que toujours on n'entend que ça, que le prix, il faut être le mieux placé. C'est pas vrai, il faut juste amener le service qui correspond. Et ça peut se voir sur tous les produits. Ça va sur un petit produit, même un service. Voilà, un service, des fois, les gens ne veulent pas que le service le moins cher, ils veulent le service où ils ont une relation client. Voilà, je peux prendre par exemple l'exemple à l'agence Easy, on n'est pas les moins chers sur Brive. Voilà, mais par contre, on emmène peut-être un contact différent. On est j'appelle ça une agence à taille humaine. Voilà, on est vraiment proche des clients et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence sur d'autres. Maintenant, après, on n'est pas les mieux placés, effectivement. Mais il y en a d'autres qui vont dire nous on est les mieux placés. Par contre, vous aurez un site qui va correspondre à tout le monde. Enfin, voilà, ça c'est un exemple. Et c'est vraiment, il y a possibilité, et là on le voit en étudiant, entre autres, il n'y a pas que ça, mais en étudiant le parcours client, en étudiant le besoin, on va pouvoir donner derrière une solution qui correspond. Et donc se démarquer des autres vendeurs. Donc voilà pour la partie j'achète. On voit qu'il y a plein de moments où c'est possible que la personne s'en aille, abandonne son achat. Et vous voyez, même il y en a beaucoup plus. Hein. C'est-à-dire que là, en route, il a fallu que je rétrécisse un peu. Voilà. Donc là, il faut se dire que le moment où la personne va réfléchir à son besoin, au moment où c'est qu'elle va acheter, il y a tout un passage où c'est qu'elle peut s'en aller et ne pas payer. Donc là, c'est pareil, le moment de payer. On le voit de moins en moins, mais il y avait encore des boutiques qui proposaient que PayPal. Ça, il ne faut pas. Parce que les gens, alors déjà en plus les commissions sont énormes, mais il faut faire attention à ça.
Il faut aussi, maintenant, il y a des solutions comme Stripe ou d'autres qui sont des choses, des modules qui se connectent à son site internet, qui évitent d'avoir un TPE, par exemple quand on a très peu de ventes ou que les ventes sont irrégulières. Si par exemple on va vendre beaucoup au mois de juillet-août, voilà, l'été, mais pas beaucoup le reste du temps, ben, si vous prenez un abonnement de TPE à la banque, ben, ça vous coûte tous les mois, vous payez entre 20 et 30 euros tous les mois pour avoir ce TPE virtuel et autoriser le paiement bancaire. Ben, ça ne vous intéresse pas. Si vous n'avez rien, par exemple de janvier à juin, ben, il y a Stripe par exemple qui fonctionne un peu comme PayPal, mais qui est rattaché à une banque et qui vous permet d'encaisser les paiements carte bancaire et vous payez que sur commission. Oui. Et par exemple que PayPal parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour aller sur PayPal parce que ben, ils croient encore qu'il faut un compte ou ils pensent que ça va être moins sécurisé qu'une banque. Il faut vraiment, il faut les deux, il faut vraiment PayPal et parce que PayPal il y a quand même des gens qui vendent sur eBay par exemple ou qui eux par contre se veulent PayPal parce que ça permet d'utiliser leur cagnotte. Moi je suis e-commerçant depuis 8 ans, PayPal c'est 30% de mes ventes. Ce qui est beaucoup quand même. C'est énorme. Ça m'embête beaucoup d'ailleurs parce qu'ils sont chers. Oui, la commission est assez importante. Ouais, tout à fait. Mais j'ai PayPal et moi j'ai Société Générale. Moi je pars du principe que d'avoir le logo d'une banque connue, c'est vachement rassurant. Oui. Oui, non, complètement. Parce que Stripe, machin, tout ça, moi j'ai une clientèle 40+. Voilà, j'ai décidé ma clientèle 40+, mais ils ont la trouille sur Internet. Oui. Et s'ils voient Société Générale, oui, ils sont rassurés. Ils sont rassurés. Mais j'ai 30% des ventes par PayPal. C'est cool, c'est très cool. Alors, ce qui est avantageux avec Stripe, nous on utilise ça s'appelle comment ? STRIPE. Ce qui est très bien avec Stripe, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'on intègre le formulaire de CB directement à l'intérieur du site. Donc la personne ne s'en va même pas sur un autre site, Société Générale ou Crédit Agricole, tout est fait à l'intérieur. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait le site soit en HTTPS bien sécurisé, voilà, il y a des règles. Voilà. Mais je suis d'accord sur certains clients, effectivement sur certains clients ça peut déclencher une... En piratage c'est la même sécurité qu'une banque, c'est exactement pareil. En termes de... ça je vous l'assure, mais après c'est juste le ressenti. C'est-à-dire que là vous êtes vraiment sur une page qui est votre site internet, vous avez le formulaire qui apparaît et vous rentrez directement. Bon, après, c'est une alternative comme une autre, il y en a d'autres. Hein. Vous avez Paybox, vous avez plein de solutions, voilà, Payplug, si ça existe encore, qui permettent de gérer ces paiements. Mais ça, il faut laisser le choix. Encore une fois, c'est toujours le choix, et même faire le choix, donc, magasin, click and collect. C'est-à-dire la personne réserve, fait sa commande sur Internet, et il vient quand même payer en boutique. Ça peut permettre de lui proposer, alors pour certains produits, vous pouvez lui proposer une assurance, par exemple, quand il vient payer ou autre. Voilà. Là, je prends l'exemple de Chronodrive. Chronodrive vous permet soit de payer directement sur Internet et de venir retirer vos courses, soit de payer à la borne, et ça vous permet de payer soit par chèque ou en espèces. Et donc ça permet toujours de laisser le choix. Et donc de limiter encore une fois l'abandon. Parce que le paiement ne correspondait pas à ce qu'il voulait, parce que avant il préférait payer avec PayPal mais vous ne l'avez pas, ou alors il préférait payer en CB mais il a peur de payer par PayPal parce qu'il ne veut pas avoir de compte. Voilà. Tout ça c'est vraiment pour éviter l'abandon. Vraiment l'abandon. Et donc là une fois qu'il a payé, il est passé d'acheteur à prospect à client. Et donc c'est là où c'est que on va anticiper et faire d'autres choses. Alors là j'ai encore un peu de temps, je vais passer un peu plus vite, sur vraiment les 3 étapes qui sont les plus importantes. Voilà, là il y en avait 5, et les 3, c'est tout simple. C'est la prise de conscience. Comme je vous l'ai dit au tout début, avant que la personne soit acheteur, qu'est-ce qu'elle est ? C'est un prospect acheteur. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un problème. Alors, je l'ai dit tout au long de l'atelier, il a besoin d'acheter et il a besoin de quelque chose pour solutionner un problème, donc il prend conscience de ce problème. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller voir les informations, il va aller rechercher toutes ces informations, et donc qu'est-ce qu'il est ? Il est en considération. Il considère qu'effectivement, il a ce problème, il va avoir une solution, et il va essayer de trouver la meilleure solution. Et donc ensuite, il prend sa décision, il décide qu'est-ce qu'il va acheter, et là, c'est le moment où c'est là où vous devez être encore plus présent. Donc là, on va reprendre à chaque fois.
La prise de conscience, c'est vraiment donc la recherche d'infos. Il a besoin de se dire qu'est-ce que c'est le problème. Par exemple, j'ai mon téléphone qui se décharge tout le temps. J'ai un problème. Comment je fais? Mince, je ne peux pas changer la batterie. Et j'ai pas envie de changer de téléphone. Donc je vais me renseigner. Je vais aller sur Google chercher, acheter une batterie externe. En fait, je vais trouver que ma solution, c'est une batterie externe. Ou alors, je vais trouver que c'est peut-être une coque qui se met derrière avec une batterie intégrée. Donc vous voyez là tout ce problème en fait, je vais aller chercher comment avoir une solution à mon problème. Et donc là c'est la prise de conscience. Donc comment être présent à ce moment-là? C'est être référencé sur Google, être référencé dans les réseaux sociaux, parce que la personne va aller chercher. Voilà, j'ai mon téléphone qui se décharge tout le temps, qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Là je vous donne un exemple, mais voilà, j'ai un mariage dans 3 semaines, comment je vais m'habiller? Et si vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire voilà notre nouveau costume, alors je parle pour moi, notre nouveau costume est en vente, parfait pour un mariage, il est léger et tout pour cet été, c'est parfait. Mais moi si j'ai le problème d'avoir un mariage en été et que j'ai besoin d'avoir un costume léger, et si j'entends parler de votre produit, je vais me dire, eh bien voilà, c'est peut-être ça, c'est la solution. Donc là il faut vraiment être sur tout, et pareil, des blogs d'actualité, essayer de faire des actualités qui va présenter votre solution. Et ça va permettre à la personne de prendre conscience de son problème et de se dire mais la solution c'est vous. Pareil après, alors, rédiger des e-books, des articles, des livres blancs. Alors je vais faire le petit parallèle, mais par exemple cet atelier que je fais, voilà, même si j'adore transmettre, mais ça me permet aussi de montrer mes compétences, de montrer les compétences de l'agence. Et donc là je suis en train, entre guillemets, de dire, et voilà, en mettant en ligne cette vidéo, la vidéo que je suis en train d'enregistrer, en mettant les diaporamas, ça permet de montrer aussi que si j'ai un client ou un acheteur, un prospect qui a un besoin vis-à-vis de ces problématiques, de cette problématique de visibilité, il peut venir s'adresser à l'agence Easy parce qu'on a les compétences pour lui trouver sa solution. Donc là, je suis exactement dans un état d'essayer de faire prendre conscience du problème. Et donc là, c'est important que vous aussi, vous ayez les solutions. Donc voilà, vous voyez, rédiger des e-books, des articles, des livres blancs. Alors ça, si vous ne savez par exemple pas rédiger, et ça c'est un vrai métier, vous pouvez demander à des personnes d'aller rédiger des articles sur vos solutions. Vous pouvez très bien demander d'avoir quelques articles à mettre sur votre blog sur des solutions que vous apportez. La considération. Comment, une fois que la personne a pris conscience de son problème, comment il va on va dire s'informer sur ces solutions. Mais là c'est pareil, ça va être des vidéos, ça va être tout ce qui est le site internet, des présentations, toutes les informations que la personne va pouvoir trouver sur vos solutions aussi, il va falloir dire c'est la vôtre la meilleure. Là on n'est plus dans l'information et trouver la solution, on est là pour dire c'est la vôtre la meilleure. Donc là c'est comparaison de produits, tout ce qui est les guides sur un produit, les vidéos et l'audio qui est à privilégier, c'est-à-dire que les personnes vont plutôt enregistrer ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent plutôt que ce qu'ils lisent, parce que déjà ils lisent en travers. Et, voilà. Et puis surtout des vidéos courtes, rapides et qui vont droit au but. Alors là ça peut être aussi des tutoriaux, des exemples d'utilisation en plus. Donc une fois qu'ils ont considéré que votre produit c'est le vôtre, qu'ils ont besoin, votre service, il va falloir leur dire c'est chez moi qu'il faut acheter, parce que votre produit il est peut-être sur d'autres plateformes aussi, ou du moins d'autres revendeurs ou d'autres fournisseurs. Et donc on va dire il faut nous sélectionner à nous. Et donc là ça va être, si vous avez déjà un contact avec ce prospect, si vous l'achetez, cet acheteur, si on peut dire ça, vous allez pouvoir lui proposer des promotions. Alors par exemple ça sur le décision d'achat, ça peut être des retargeting, en marketing par exemple. Quelqu'un qui est venu sur votre site, qui s'est informé sur un produit et qui n'a pas encore fait l'acte d'achat, et bien on va lui remettre sa publicité en lui proposant par exemple un produit offert ou alors des frais de livraison offerts, en disant vous êtes déjà venu sur notre site, vous n'avez pas acheté, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, mon produit, il est là. Et donc on va pouvoir faire donc de la promotion, donc marketing ou autre. On va pouvoir faire aussi des retours, tout ce qui est les avis, les notations, de leur dire regardez, notre produit est mieux noté que les autres, donc c'est le nôtre qu'il faut acheter. Voilà, on va pouvoir faire là, tout ce qui est comparaison, guide,
exemples d'utilisation, des témoignages. Et donc ça va pouvoir vraiment leur dire c'est mon produit qu'il faut acheter et pas les autres. Donc tout ça, si vous l'avez sur votre site, sur vos sites partenaires, ça aide. Le but, c'est vraiment de dire c'est mon produit qu'il faut acheter et pas un autre. Donc là, vous voyez, en 3 étapes, c'est un peu plus réduit qu'avant, on peut se dire à chaque moment des étapes donc, du choix de l'acheteur, il faut être présent. Et donc on est présent comment? Avec des informations, en montrant que son produit est le meilleur et en étant vraiment présent. Parce que si vous ne trouvez pas sur Google, si vous ne trouvez pas dans les comparaisons, si vous ne trouvez pas dans les comparatifs, dans les sites, je prends l'exemple par exemple pour le high-tech, les numériques ou autre, ça il faut y être. Parce que si vos produits n'y sont pas, les gens ne penseront pas à ces produits-là. Donc voilà, là, une fois que la personne a décidé d'acheter, qu'elle a acheté chez vous, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une grande partie de recommandations. Donc après l'achat, qu'est-ce qu'on va faire? On va fidéliser. Et ça, c'est un vrai problème encore sur les sites e-commerce. Pourtant, c'est tellement simple. Tellement simple parce que vous avez les coordonnées, vous avez les emails, vous avez les numéros de téléphone. Et la fidélisation, c'est ce qui va être le plus facile. Tout à l'heure, je vous ai demandé, vous allez recevoir un petit email avec un questionnaire satisfaction. Voilà, je vais vous demander aussi de pourquoi pas noter l'intervention sur Facebook ou sur Google My Business. Parce que ça permet de dire est-ce que l'atelier était intéressant, enrichissant, ça permet de faire partager aussi aux autres. Et donc le fait, vous, de demander à vos clients, quand ils viennent sur votre site et qu'ils achètent, leur demander est-ce que ce produit correspond à vos attentes, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez déjà acheté par exemple sur Decathlon ou sur des sites comme ça, Intersport, par exemple, ils vous demandent si vous achetez un produit de sport ou c'est que vous utilisez pour le sport, ils vont vous envoyer un petit mail 2-3 mois après pour vous demander est-ce que vous avez utilisé le produit, est-ce que c'était utile et surtout est-ce que vous voulez laisser un message à d'autres utilisateurs pour leur dire si c'est celui-là qu'il faut prendre quand on est débutant, pro ou intermédiaire. Et donc là ça permet aussi d'avoir un retour des clients existants qui vont conforter et réassurer les futurs clients, les futurs acheteurs. Voilà, donc on va pouvoir aussi leur souhaiter leur bon anniversaire, ou par exemple pour certains services, des déménagements, ou autre. Vraiment d'être au courant de tout ce qui se passe dans la vie du client pour pouvoir lui permettre de lui annoncer et de le fidéliser. Et on va pouvoir utiliser aussi le parrainage ou la recommandation. Voilà. Parrainage, c'est très intéressant dans le sens où je vous disais tout à l'heure que c'est moins cher de faire racheter un client existant plutôt qu'un nouveau client, mais c'est aussi, ça revient beaucoup moins cher de demander à quelqu'un de ramener un client, donc de parrainer, que d'aller l'acquérir tout seul. Donc ça c'est pareil, utiliser tout ce qui est les parrainages, les recommandations, tout ça, parce que ça va vous permettre d'avoir de nouveaux clients qui vont rentrer sans avoir forcément besoin de dépenser trop d'argent. Et surtout, ce que vous allez offrir donc, aux personnes qui ont parrainé, ils vont venir le dépenser chez vous logiquement. Donc ça veut dire que derrière, vous allez refaire un chiffre d'affaires sur ce client existant. Donc c'est très très intéressant. Le panier moyen d'un client existant est de 15 à 25% plus élevé qu'un nouveau client. Donc plus vous allez le fidéliser, et plus il va venir acheter chez vous. Et surtout, il va acheter plus. Pour beaucoup plus. Voilà, donc ça, c'est la partie, vraiment la dernière partie du parcours client. Maintenant, on va pouvoir passer peut-être aux questions-réponses. Je pense que je suis pas mal dans le temps. Je vais vous laisser un petit peu de 10 minutes. Si vous avez des questions-réponses, ou des points que vous voulez revoir sur le diapo, des points à éclaircir, n'hésitez pas. C'est maintenant. Vous mettez en place là, des systèmes de fidélisation déjà dans vos boutiques, ceux qui ont des choses. La newsletter, ça fait partie de la fiche. Oui. Oui, tout à fait. Ça en fait partie. Ça permet de rester en contact. Alors, ça dépend après comment on va la traiter. Est-ce qu'on la traite vraiment individuellement ou général? Voilà. Ce qui est bien, c'est de segmenter, c'est-à-dire sur certaines parties de clients, de segmenter aussi. Alors, quand je parle de fidélisation, ça peut être aussi, par exemple, des achats qui n'ont pas été faits pendant 3-4 mois. De se dire, de renvoyer un petit mail, il dit oui, vous venez plus nous voir depuis 3 mois, est-ce que vous avez été déçu? Il ne faut pas hésiter, voilà. C'est carrément du mailing. Voilà. Là, on est sur quelque chose de général plutôt. On est sur de l'actu. Après, oui, c'est vrai que déjà très bien. Le ouais. mailing, c'est très efficace. Oui, il faut savoir que ça, tout le monde disait que la newsletter, le mailing allait mourir, et là actuellement c'est encore 80 à 90% du top promotion. Voilà.
là c'est quelque chose qui reste, surtout si c'est vers un client. C'est quelqu'un qui va accepter de recevoir vos emails et qui va accepter de recevoir des offres. Donc ça, très très important. Et toujours pareil, voilà, segmenter encore une fois. On va pouvoir segmenter par rapport au parcours client. Donc c'est-à-dire on va pouvoir voir chaque client, étudier le parcours. S'il y en a qui se ressemblent, faire des scénarios. Et on va pouvoir faire re-acheter les clients existants. Mais surtout avoir de retours. Voilà. Ça, très très important. On va le voir d'ailleurs dans l'atelier, je pense, avec Alix, par rapport aux commentaires et aux retours clients. Il faut savoir qu'on a obligatoirement à des moments un problème. On a un client qui n'est pas content parce qu'il a reçu sa commande. Alors des fois c'est indépendant de votre volonté, hein. C'est des commandes qui sont reçues 2 jours après, mais là c'est la poste qui n'a pas fait son travail. Ça peut être un produit qui arrive qui est cassé, malheureusement. Ça peut être un produit qui ne correspond pas à ce qu'elle voulait, mais je prends par exemple de la cosmétique ou autre, si on ouvre, une fois que c'est ouvert, après on ne peut pas le revendre. Voilà. Des vêtements qui, quand elle a reçu, elle enfile, ça déchire, voilà, enfin des choses comme ça. Et là il faut vraiment les traiter le mieux possible, c'est-à-dire faire comme si le client avait toujours raison. Alors c'est pas bien parce qu'il y en a qui vont abuser, mais il faut quasiment faire comme si le client avait toujours raison parce que ça permet d'avoir un bon retour et je le dis souvent dans les notations, dans les notes et les avis, ça arrive obligatoirement qu'il y en ait un qui vous mette une étoile ou pas bien, mais il faut le traiter. Il faut dire qu'est-ce qui s'est passé, n'hésitez pas à revenir nous voir, on va résoudre le problème. Et donc en faisant ça, quand les gens voient sur les notes que vous avez traité le problème et que le client qui était mécontent a été quand même pris et voilà, on lui a demandé de revenir, la personne se dit « Ah, si moi par exemple j'ai un problème à ma commande, je vais être traité de la même façon. » Et donc il aura plus tendance à se dire « Je vais commander. » Il faut savoir qu'on a plus tendance à faire confiance à des notes qui sont plutôt de 4, 4,5, avec des notes qui sont un peu négatives mais qui ont été traitées, plutôt que quelqu'un qui a 5. Parce qu'on va se dire c'est pas des vrais avis, c'est pas vrai. Alors que quelqu'un qui est honnête, qui répond de temps en temps en disant oui, il y a eu un problème, mais on va résoudre, et là on lui fait confiance. Donc c'est important. Ça fait partie de la fidélisation, ça aussi. Et toujours le feedback, parce que c'est comme les statistiques. Plus on va avoir de retours clients, et plus on va pouvoir améliorer ses ventes, améliorer ses produits, améliorer son service client. Donc ça, toujours le feedback des clients. Éventuellement, vous avez d'autres questions ou, même si ça concerne autre chose à ce moment-là que l'atelier, mais n'hésitez pas si on a un peu de temps. Qu'est-ce que vous pensez du parcours client dans le cadre d'achat d'impulsion? D'achat d'impulsion. Donc c'est-à-dire non, l'achat d'impulsion, c'est-à-dire l'achat qui n'est pas réfléchi, dont la personne a envie, c'est-à-dire pas la recherche. Au niveau high-tech, moi je m'en ai plein des écharpes, ce genre de trucs. C'est souvent un achat d'impulsion, donc le parcours client n'est forcément pas le même. Ah non, là il faut le structurer. C'est vrai que j'ai tendance à dire, vous voyez les personas. Persona, c'est un client virtuel que l'on va imaginer. Alors soit par rapport à sa base de clients existants, on va en déduire un client type, soit on va, avant de vendre des produits, imaginer un client type pour lequel notre produit ou notre service est dédié. Donc on va faire pareil pour le parcours client. On va vraiment segmenter tous les parcours clients possibles. Pour les mamans avec enfants, pour les papas célibataires, pour les papas mariés avec 2 enfants, voilà. Et on va essayer de suivre tous ces parcours clients et de se dire comment on va le traiter. Pour l'acte d'achat d'impulsion, par exemple, on va dire l'acte coup de cœur, mais on va se dire comment ça fonctionne. Pourquoi il y a un acte coup de cœur? Parce que le produit, il est peut-être, il a quelque chose, une spécificité. Et donc on va mettre en avant ce produit peut-être sur des clients qui arrivent pour la première fois. On ne va pas faire du remarketing par exemple sur ces produits, parce que c'est peut-être pas ceux qui vont se vendre. Voilà. Par contre, on va peut-être faire beaucoup de publicité AdWords sur ces produits-là, parce qu'on sait que ça va être des produits qui vont être achetés. Et donc là, on va aller les mettre sur les... Alors là, on va jouer les deux. On va faire le parcours plus le persona. On va se dire si ce produit, il va plaire à un homme de 30 ans et non, peut-être on va dire une femme de 35 ans et qui veut ce produit, et on va plutôt le mettre sur des sites en display, en AdWords, en display, avec une bannière où on voit le produit, sur des sites qui touchent la personne, la femme de 35 ans. Voilà. Il va vraiment falloir jouer là-dessus. Par contre, si c'est un produit qui touche plutôt un senior homme, et bien on va les mettre sur des sites
qui correspond à cette cible. Donc là, vraiment, l'impulsion, bon, c'est encore la plupart du temps un parcours client qui est très rapide, parce que là, il ne va pas aller comparer. Normalement, il arrive, il voit le produit, ben, il en a besoin de suite et il achète. Donc là, on va aller essayer de trouver le moyen de vendre ce produit sur un acte d'achat direct. Il faut à chaque fois en fait mettre en relation le parcours client et le personnage derrière qui correspond à ce client. J'ai répondu à peu près. Ouais. D'autres questions ou Comment, pardon? C'est pour voir si je suis dans le bon. Logiquement, oui. Je dis surtout que ça devient de plus en plus dur. Moi, j'ai commencé il y a longtemps. Oui, non, complètement. Hein, à côté, c'était rien, quoi. On était site, un peu comparateur, un peu d'AdWords. Oui, mais il faut savoir, nous aussi, hein, c'est pareil, en référencement, par exemple, je prends souvent l'exemple du référencement. Avant, très facilement, on avait des liens à mettre en place, on arrivait à faire monter les sites internet en travaillant bien la structure du site et en faisant des liens entrants. Maintenant, les liens entrants, il faut faire attention où on les met, il faut que ce soit très qualitatif. Alors, ça, je vais dire, ça purifie entre guillemets le métier dans le sens où c'est que j'en connais, et même je peux dire que je l'ai fait il y a quand même maintenant quelques années, mais on allait chercher des liens un peu partout, hein, sur n'importe quel site possible. Voilà. Bon, maintenant, désormais, il faut quand même quelque chose qui correspond à la cible. Voilà, il faut travailler on est vraiment sur des stratégies désormais, et même sur des sites qui fonctionnaient très très bien il y a encore un an. Et on peut avoir des difficultés désormais parce que tous les autres sites aussi travaillent leur référencement. Et vous savez, quand je suis arrivé moi en 2010 là, sur le référencement justement, je proposais vraiment, tout le monde me regardait, non, on vient juste de faire le site, ça suffit, c'est bon, on va rester comme ça. Puis là maintenant, quand je dis on fait un site, et dit, oui, mais comment on va faire le référencement? Voilà, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire. Voilà. On sait que désormais on est obligé de faire de la publicité. On est obligé d'être présent sur Google parce que si on n'y est pas, on n'est pas visible. On a le site, mais on n'a pas les visiteurs. Et sans les visiteurs, on n'a pas de parcours client, on n'a pas d'acheteur. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que ça devient encore plus pour les boutiques physiques. Parce que si les boutiques physiques, clairement, ne s'adaptent pas à ce milieu Internet maintenant qui est omniprésent, à ce téléphone, à ce mobile, et même il y a des fois, moi je le regrette, qu'il soit aussi présent, quoi. Voilà, il fait partie de notre vie, alors maintenant il faut faire avec. C'est-à-dire que c'est la loi du marché, si on peut dire ça comme ça, il faut que le commerce de proximité, il est maintenant Internet. Il faut déjà qu'il soit présent sur Google, avec Google My Business ou autre, il faut qu'il s'adapte. Et c'est lui qui est, je pense, le plus à s'adapter que le e-commerce. Bon là je dérive un petit peu, mais... Voilà, si vous... Oui. Pour une visite virtuelle, est-ce que il peut y avoir un lien avec le site internet Oui, alors la visite virtuelle, oui. Nous, ce que l'on fait par exemple sur la visite virtuelle, on la met plutôt sur Google My Business, c'est-à-dire vous la retrouvez quand vous tapez votre nom, votre activité, et vous allez avoir sur le côté le fameux Maps avec la photo de façade ou autre, l'établissement, et on va proposer la visite virtuelle sur cette partie-là. Maintenant, on peut très bien intégrer la visite virtuelle sur le site internet. Ça, on l'a fait par exemple pour la pépinière d'entreprise Novapol à Varès, et la personne peut se balader donc directement dans l'entreprise ou dans le commerce. Alors, ça peut aider pour des prises de décision, par exemple. Alors je dis plutôt sur le restaurant, hein, si on a envie d'avoir un endroit ou dans un bar ou voilà, un endroit où on a envie de se demander, on veut plutôt un truc un peu chaleureux, cosy. On va aller voir l'intérieur et ça va pouvoir nous faire passer à l'acte de réservation. Oui, ça peut aider. Maintenant, pour certaines activités, non. Voilà. Il y a plus intérêt de l'avoir sur le My Business que sur le site web? Non, c'est identique. Maintenant, après, sur le My Business, pour moi, il est obligatoire dans le sens, si on l'a en tout cas, il est obligatoire sur le My Business. Ça permet d'apparaître plus facilement que d'autres, même si c'est pas prouvé qu'il y a des avantages. Mais je pense que plus on met de contenu sur le Google My Business, et plus ça permet d'être présent, du moins sur Google Maps et Street View. De toute façon, c'est toujours pareil. Google, c'est des petits points qu'on gagne pour n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Plus on gagne de points et plus on est aimé. Donc ce qu'il faut, c'est des visites virtuelles, des photos. Maintenant, ils ont sorti donc les systèmes de post, de publication, mettre des promotions directement sur son établissement, sur son Google My Business. Ça, c'est intéressant. Vraiment, d'utiliser toutes les petites subtilités.
les snippets aussi, tout ce qui est les numéros de téléphone qui s'affichent directement dans les résultats, les lieux, voilà, tout ça il faut l'utiliser. Ça permet de faire remonter, toujours gagner des points sur Google. Toujours. C'est toujours pareil. Et c'est la porte d'entrée, hein, c'est 98% maintenant. Je suis sûr, il y a 90% de gens qui cherchent sur Google, donc c'est même en étant physique, dans un commerce physique, il faut y être. D'autant plus que le local est entre guillemets encore plus facile. C'est un petit peu plus facile de se positionner en local que sur du national en ayant un site e-commerce. Parce que là, on a une zone de chalandise et on a une zone où on peut se placer et être présent. Voilà. On est là et vous venez nous voir en magasin ou sur notre site en attendant d'avoir des informations qui vont vous faire passer à l'acte d'achat. Voilà, donc oui, la vie virtuelle est un petit plus. Mais ça, déjà, My Business obligatoire. Marc, tu parlais des moteurs de recherche Google. Il faut savoir que YouTube, c'est le premier moteur de recherche en France. C'est les jeunes, c'est ce qu'ils utilisent en particulier. C'est-à-dire, moi, mon fils, il n'a jamais été sur Google, il va sur YouTube. Il ne va pas s'embêter à lire un contenu alors qu'il y a quelqu'un qui lui raconte. Ce qui est logique. Voilà. Et on voit l'importance aussi, et ça c'est vrai, tu l'as dit, du contenu soit de marque ou soit des influenceurs. Parce que c'est vrai que malgré la publicité, enfin, on a toujours tendance à aller voir ce que va dire son voisin plus que la pub, quoi. Et le contenu de marque, ça prend une grosse place, c'est long aussi à mettre en place. Et puis surtout, il ne faut pas se tromper. Là, il faut trouver les bons influenceurs. Il y a une super campagne avec là. Facebook et Snapchat, justement, ça peut être dangereux. Oui, il y a des influenceurs qui ont du pouvoir. C'est ça. Donc il faut bien choisir. Et il y a une très bonne réussite là. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la semaine de l'industrie. Ils ont participé avec Robinhood. Il me semble que c'est la CCI de la Corrèze. Vous irez voir et c'est vraiment super bien fait. Il a fait une vidéo, voilà, un peu buzz, et j'ai trouvé ça génial. Voilà, Robinhood, je crois que c'est si je me trompe pas. Voilà. Et sur la CCI donc de la Corrèze pour la semaine de l'entreprise. Et tous les jours, il me semble 10h ou 11h, il diffuse une vidéo, voilà, avec une présentation d'une réussite, on va dire industrielle, en Corrèze. Et c'est vraiment voilà, très bien fait. Et ça fait partie, ça, voilà, d'utiliser quelqu'un qui est connu et qui a une zone, on va dire une zone d'influence, voilà, avec une certaine cible. Ça permet de présenter ses produits. Alors ça peut être fait très simplement, tout simplement au début par des articles de blog, c'est-à-dire d'aller envoyer des produits à des blogueuses ou des blogueurs et d'avoir un retour. Voilà. Alors maintenant, très clairement, c'est plus gratuit. Il faut envoyer le produit plus envoyer une petite commission, on va dire, voilà, de frais de participation la plupart du temps. Il y en a encore qui arrivent sur certains produits. Mais après, voilà, c'est de toute façon maintenant tout se monnaie sur Internet, tout est devenu un métier. Et le métier d'influenceur, voilà, on est devenu influenceur. Maintenant, on est payé pour mettre une publication sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et voilà, donc ça, utilisez-le. Ça peut permettre, pour des coûts des fois qui sont aussi élevés qu'une publicité AdWords ou autre, ça permet d'avoir un retour sur investissement des fois plus intéressant parce que vous allez toucher votre cible. Bien sûr, après, voilà, il faut bien étudier la stratégie, voir si l'influenceur, sa cible, en tout cas, et sa zone d'influence correspond à vos clients, à vos futurs clients. Et si c'est le cas, il faut y aller. Ça permet de cibler directement une zone de personnes qui vont devenir sûrement acheteurs. Et là, ça fait partie de la première étape, ou en tout cas celle que je dis, c'est la première étape donc, dans la prise de conscience. Prise de conscience, ça en fait partie. C'est-à-dire que là, ici, sur les réseaux sociaux, si vous y êtes, si vous êtes chez des influenceurs, la personne, quand elle va avoir ce besoin, si elle a vu une vidéo, même ça peut être 3 mois avant, hein, si elle a vu une vidéo qui parlait de votre produit, le jour où elle a son besoin, elle va penser à votre produit. Et donc ça, c'est important, effectivement, de le souligner pour les influenceurs. Ça fait partie de maintenant de la publicité, de la présence, de la visibilité. Voilà, donc il faut utiliser, au-delà du omnicanal, de multi-appareils, il faut utiliser aussi les multi-publicités, les multi-visibilités. Et, voilà. Et c'est dur à mettre en place, c'est-à-dire que maintenant il ne faut plus se dire on va lancer un site comme ça, il faut vraiment mettre en place une stratégie et à chaque moment de la stratégie, mettre en place des parcours clients, des personas, des objectifs aussi, mettez-vous des objectifs. Dites-vous ce parcours client, ok, je l'ai étudié, je vais l'améliorer
mais je veux que, par exemple, j'ai 10% de commandes de ces produits ou de ces services en plus, et mesurer. Est-ce que j'ai fait ces 10%? Si je ne les ai pas fait, pourquoi? Voilà. Il vaut mieux faire les choses petit à petit, et vraiment évaluer le résultat, et être sûr que ce que vous avez mis en place, ça a marché. Si ça n'a pas marché, on améliore d'abord cette façon-là pour que ça marche, et ensuite on passe à autre chose. Toujours faire ordre, vraiment dans l'ordre. Voilà, j'espère que j'ai été clair, que je vous ai amené des réflexions, des pensées, peut-être des actions que vous allez mettre en place, je l'espère. Et puis écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre présence encore une fois, et puis rendez-vous pour les prochains ateliers. Avec plaisir. Très bonne journée.